Hello Manadela, comment tu vas? Hello, hello, regarde, très bien, merci beaucoup. Merci à toi, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très honorée de t'avoir sur ce podcast Solo to CEO. Permets-moi de te présenter, Manalena, à moins que tu préfères te présenter toi-même, tu me dis. Non, ça m'arrange si tu le fais. Merci beaucoup. Superbe. Donc Manadela, tu es italienne, tu as 39 ans, tu vis dans un très beau département de France qui est les Alpes-Maritimes. Et tu es maman de deux enfants. Donc, tu as toujours été animée par des valeurs de liberté, de flexibilité, et ce sont des valeurs que tu n'arrivais pas à retrouver dans le salariat, dans le travail, on va dire, traditionnel, dans le corporate. Et tu as découvert par hasard, il y a à peu près de cela 2 ans, 3 ans, le métier d'assistante virtuelle. Et donc, tu t'es lancée en tant que VA, en tant qu'assistante virtuelle, et très vite, tu t'es fait connaître et tu as travaillé pour plusieurs entrepreneurs à succès, et à tel point que à un moment donné, tu croulais de demandes, c'est bien ça? Et donc, du C'est ça. coup, tu as eu l'idée de créer une agence d'assistante virtuelle pour pouvoir servir justement tous ces entrepreneurs qui souhaitaient travailler avec toi. Et donc, tu as créé et tu es la fondatrice aujourd'hui de VA World, qui est une agence d'assistantes virtuelles qui compte une quarantaine d'assistantes, c'est ça aujourd'hui? C'est ça. OK. Et qui sert des entrepreneurs en France, mais pas que, aussi à l'étranger. Des entrepreneurs francophones, pas forcément en France. Il y en a aussi pas mal au Portugal, en Espagne et à Dubaï. Superbe. OK, génial. Et donc voilà, grâce à ce métier, grâce à tout ce que tu as lancé, tu as pu, là où tu te sens vraiment pleinement déjà dans le respect de tes valeurs, hein, qui étaient à la base la liberté et flexibilité. Et Ouais, c'est vraiment, c'est une ode. En fait, mon business est une ode à la liberté et à l'indépendance. superbe, génial. Et c'est pas fini, parce qu'en plus d'être CEO de VA World, tu as créé la VA Academy ce mois-ci. Donc nous sommes à l'heure où on tourne ce podcast, on est en juin 2024. Oui, elle va Tu ouvrir as- la semaine prochaine, fin juin. Voilà. Et donc la VA Academy, c'est un espace pour les personnes qui souhaitent être assistantes virtuelles et qui veulent avoir un peu de tes conseils pour se professionnaliser, j'imagine, dans le Oui, métier du design. Ok. oui, ça sera une communauté payante d'échanges et de live en fait, sur des sujets différents pour les assistantes qui sont en CDI aujourd'hui. Elles peuvent être assistantes administratives, commerciales, secrétaires qui souhaitent avoir plus de renseignements pour s'élancer, ou bien toutes celles qui sont déjà assistantes indépendantes, et elles veulent juste aller plus loin en fait au niveau de leurs offres, de leurs revenus. Ok, super. Donc là, aujourd'hui, tu as donc finalement deux business, hein, en quelque part, c'est comme s'il y avait voilà, deux Oui, tout à business. fait. Est-ce que tu peux nous partager ta vision? Ma vision, ce qui est marrant, c'est qu'elle n'a jamais bougé. En fait, elle est exactement la même depuis 4 ans. Vraiment, depuis que je me suis lancée en tant qu'assistante virtuelle en micro-entreprise, j'avais, dès que j'ai découvert ce métier, moi, ce métier a transformé ma vie et vraiment, je suis passionnée et j'ai toujours eu envie de faire justement pas juste être assistante virtuelle, mais vraiment créer. C'est pas un hasard que j'ai choisi le nom VA World. C'est vraiment, je voulais la planète VA, la planète des virtual assistants. Donc, j'ai toujours pensé qu'il y aurait une partie agence, une partie communauté, peut-être un jour une partie formation, une partie merchandising un jour avec des stylos, des t-shirts, peut-être un jour une partie magazine, lifestyle. Vraiment, moi, tout ce qui tourne autour du métier de virtual assistant, ça m'intéresse, ça me passionne. Superbe. Et rappelle-nous quand même, parce qu'il y a beaucoup de vieilles qui, quand on se lance, eh ben, il y a un peu le syndrome de l'imposteur, etc. Toi, quand tu as commencé, ben, tu connaissais pas le métier. Tu t'es formé finalement sur le tas, c'est ça? Ouais, moi, je ne connaissais pas le métier et je n'ai jamais suivi de formation. Je n'ai jamais acheté de formation pour apprendre, mais je vais passer toutes les nuits sur YouTube, sur les réseaux sociaux pour apprendre justement bah, les outils, comment packager une offre, comment me vendre. Mais même juste au niveau du micro-entrepreneur, comment il faut faire une facture. Moi, je n'avais aucune idée en fait de tout ça. Donc moi, mais moi, ça, c'est ma personnalité en fait. Je n'aime pas
En fait, j'apprends que en faisant, en fait, en étant dans l'action. Alors qu'il y a plein d'autres assistantes, je sais, qui préfèrent avoir quelqu'un qui les guide. Formation. Mm. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi la V Academy. C'est pas exact pour toutes celles qui ont besoin de ça, de changer, d'avoir quelqu'un qui les guide, qui les explique quoi faire, qui leur donne des conseils. Mm. Moi, je me suis formée toute seule et gratuitement sur Internet. Je me suis lancée donc il y a 4 ans, quand le métier, même le nom assistante virtuelle n'existait pas. Il n'y avait pas de job, en fait, d'offre de travail pour assistante virtuelle. Et donc, je me suis lancée. Et comme tu dis, moi, le syndrome de l'imposteur, en fait, je ne crois pas l'avoir eu. Déjà parce que moi, j'étais dans une situation où il me fallait, je n'avais pas de plan B en fait, je devais gagner ma vie. Je savais que je ne pouvais pas retourner au salariat parce qu'avec avec 2 enfants tout le temps avec moi, je savais qu'il était impossible pour moi de partir à 8 heures du matin, rentrer à 19 heures et comment je vais faire le mercredi, comment je vais faire pour aller chercher à l'école, c'était impossible. Donc ça devait marcher en fait, ce métier que je pouvais exercer depuis à la maison. Donc j'avais Mm. cette envie qu'en fait, enfin, peu importe comment je me sens, est-ce que je me sens légitime ou pas, il faut que ça marche. Donc déjà, il y avait ça. Et aussi, je n'ai pas eu cette période de syndrome de l'imposteur parce que j'ai commencé à 16 euros de l'heure, en fait, qui est vraiment rien du tout, c'est 16 euros brut. Et en fait, ça faisait que, pourquoi? Parce que je me sentais que justement, je connaissais rien. Je me sentais pas assez légitime pour demander plus. Je savais que j'avais tout à apprendre. Donc, j'ai commencé à 16 euros de l'heure. Et j'avais des missions ultra basique. Mais vraiment, c'était juste, par exemple, à un moment, c'était de l'animation, de webinaires pour des boîtes pharmaceutiques où je devais juste m'assurer que les participants, que le micro des participants marchait bien Mm. avant de commencer la conférence. Donc, il y avait toutes ces missions à payer 16 euros de l'heure. Euh, Et j'ai adoré le faire parce que petit à petit, j'ai gagné en confiance. Et donc, j'ai adoré sentir tous ces moments où je me dis, non, en fait, ce que je fais, ça a de la valeur. Ça vaut plus que 16 euros. Et donc, je passe à 18. Et après, à 20. Et avant, je fais quelque chose, je vois à quel point je transforme la vie des clients que j'accompagne. Et je me dis là aussi, ça vaut pas 20 euros de l'heure, ça vaut 25. Et après 30. Et après Mm. 35. Et aujourd'hui, je suis à 80 euros de l'heure en 4 ans. D'accord. Donc, je pense que souvent, le syndrome de l'imposteur, on l'a aussi quand on essaie de se placer déjà très haut dès le début, ce que moi, je déconseille de faire. Oui, oui, complètement. Et est-ce que tu peux nous partager tes intentions, tes désirs avec ton business pour, par exemple, d'ici la fin de l'année 2024? Mon désir serait juste de continuer, en fait, que tout continue dans cette direction, que je continue à développer mon business, à m'agrandir, à diffuser mon message au plus de personnes possible, continuer à aider le plus de personnes possible et que ça continue dans la bonne voie. C'est ça vraiment juste l'intention avec mon business. Hmm, ok, super. Et donc, à quel moment tu as réalisé qu'il était temps vraiment pour toi, bon, on l'a déjà un petit peu répondu à ça, de passer de solopreneur à CEO parce que tu as lancé ton agence. Au début, tu étais seule. À quel moment tu t'es dit, OK, je vais peut-être commencer à m'entourer? Alors, c'était très simple. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de monde. Moi, je me suis lancée en tant que freelance et micro-entrepreneur. Petit à petit, en l'espace d'1 an, j'ai commencé à avoir le succès. Il y avait une forte demande. Et il y a eu un moment où je commençais à avoir des clients, des prospects qui me contactaient sur les réseaux sociaux, qui me demandaient si j'étais disponible et je ne l'étais plus. Donc à ce moment-là, en fait, ce qui a fait la différence, c'est juste que 95% des freelances en général, quand ils sont plus disponibles, ils vont juste répondre Désolé, je ne suis pas disponible. Et moi, ça me c'est du gâchis, surtout que moi, j'ai envie d'aider les gens. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire quand même? Et ne pas juste répondre non, je ne suis pas disponible. Donc, c'est là où j'ai commencé à dire, peut-être je pourrais accepter ces clients et déléguer une partie des tâches à quelqu'un d'autre. Donc, c'est là où j'ai commencé à travailler en binôme. Puis, j'ai commencé à aller chercher une troisième personne, une quatrième personne. Et jusqu'à aujourd'hui, on est entre 30 et 40 assistantes actives. Yes, superbe. Et pour toi, comment tu définis ton rôle aujourd'hui au sein de ton entreprise? Alors, je le
définis pas. Moi, je me sens toujours la fondatrice, dans le sens où c'est celle qui a eu l'idée à l'origine, qui a commencé à faire toutes les démarches et lancer le projet. Et après, plus je trouve de personnes en fait, qui veulent m'aider sur le chemin, mais plus le projet se développe de plus en plus. Aujourd'hui, pour moi, mon rôle, mon vrai rôle que je dois garder, toujours garder, c'est vraiment le rôle de celle qui a la vision, en fait, qui sait dans quelle direction il faut aller et qui arrive à bien le communiquer aux autres personnes qui sont autour d'elle. Et ça, c'est Super. mon rôle vraiment au niveau global. Et après, euh, mon rôle au niveau dans le quotidien, c'est un rôle de décisionnaire et de problem solver. Donc, moi, au quotidien, je passe 50% de mon temps juste à résoudre de problèmes, en fait, du quotidien, à prendre des décisions euh, le plus rapidement possible, que ce soit même de quelle personne m'entourer, quelle personne faire partir, quelle personne recruter, combien facturer, et toutes ces décisions, en fait, on en a à peu près 2000 par jour, je pense. Ok. Les aspects que tu as choisi de déléguer en premier, comment tu t'y es pris, comment tu as pris ces décisions? Alors, pour moi, la délégation, c'est naturel. Je j'ai aucun blocage à ce niveau. Ce qui arrive souvent chez nos clients, mais j'avoue que pour moi, c'est juste naturel, en fait. Et parce que si moi, je tiens beaucoup à garder euh, une certaine qualité de vie, et donc je sais que mon temps est très limité. Donc ça, je l'oublie jamais. Donc je vais jamais dépasser un certain nombre d'heures par semaine. Donc, je sais que si j'ai trop de travail, mais comment dire, le next step, c'est pas juste commencer à travailler tous les soirs et tous les week-ends. Non, c'est trouver quelqu'un qui peut m'aider et le faire à ma place. Donc, ça, j'ai compris très tôt quand j'ai commencé à déléguer, à sous-traiter certaines tâches en tant qu'assistante virtuelle. Et une fois que, donc, aujourd'hui, au-delà du fait que je travaille avec d'autres assistantes virtuelles dans mon équipe, je me suis aussi entourée donc j'ai un développeur Coda qui m'aide à créer et à continuer à développer en fait un outil sur mesure pour gérer le back-office de mon agence. Je délègue tout ce qui est automatisation et création des systèmes à des agences d'automatisation. Je délègue, ça dépend, mais je délègue aussi pas mal tout ce qui est montage vidéo ou retouche de photos pour les réseaux sociaux. Et j'ai un OBM sur la VA Academy. Et je délègue aussi pas mal de tâches comptables à mon expert comptable. Superbe. Et tu as combien d'assistantes virtuelles qui travaillent pour VA World? En fait, ça dépend parce que le nombre de missions change tout le temps, mais il y a toujours entre 30 et 40 assistantes actives, c'est-à-dire qu'ils ont au moins un client avec moi. D'accord, superbe. Alors, tu as parlé d'une fonction qui est ma fonction, OBM, et beaucoup d'entrepreneurs, j'avais vu un sondage fait par Thibault Louis sur son LinkedIn qui posait la question justement à son audience, est-ce que tu connais le métier d'assistante virtuelle, à quoi ça sert? Et je crois que 56% des répondants avaient dit, ben, je sais pas. Donc, est-ce que tu peux nous partager un peu ton retour d'expérience sur, ben, comme tu travailles avec une OBM, ben, quel est son rôle et qu'est-ce qu'elle t'apporte? Alors, moi, j'ai décidé de me faire accompagner par une OBM sur la partie donc VA Academy, donc ma communauté payante. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais développer un deuxième projet à côté de mon agence. Je savais très bien que j'avais ni le temps ni l'énergie qu'il faudrait en fait pour développer un deuxième projet. Donc je savais que j'étais prête à investir en fait de l'argent pour avoir quelqu'un qui m'aide le plus possible. Et je n'ai pas pris une assistante parce que j'ai essayé. Je vais commencer à le faire avec une assistante, mais justement, je n'avais pas envie de lui dire exactement quoi faire. J'avais vraiment envie de quelqu'un qui prenne en charge aussi tout ce qui est... C'était vraiment la stratégie, qui établit une roadmap, qui sache toujours ce qu'il faut faire à tout moment et qui me dise limite à moi quoi faire, en fait. Et pour moi, c'est ça le rôle de l'OBM. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'opérationnel. On ne lui dit pas quoi faire. C'est limite lui ou elle qui nous dit quoi faire. C'est quelqu'un qui est
oui, qui est dans la stratégie. Donc, moi, j'ai eu cette expérience pour la BA Academy. Ça fait que 2 mois, mais je suis vraiment, pour moi, le retour sur investissement est juste énorme. J'arrive à développer un projet sans vraiment m'en occuper, en fait. Moi, mon rôle, c'est avoir la vision, toujours être clair sur ça, mais aussi, et juste répondre en fait aux questions qu'elle me pose sur WhatsApp. Est-ce que tu valides ça? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on contacte cette personne? Et vraiment, c'est souvent juste du oui ou du non. Yes. Donc, un gain de temps, charge mentale en moins, et Énorme. elle te guide. Il y a Oui, ce rôle aussi de guide, de conseil, on oui. résume. Yes. Superbe. Et de gestion aussi, des gestions de projet évidemment, mais aussi des gestions d'équipe. À un moment, j'ai dit, il faut contacter les assistants de mon équipe pour leur demander leur aide, si elles veulent faire des lives, si elles veulent animer la communauté. On a besoin- Et en fait, c'est elle qui va contacter ces personnes, qui fait les calls avec elles, et qui essaie de les motiver. Donc, beaucoup aussi, beaucoup, bah, elle communique aussi avec beaucoup de personnes à ma place. Top. Ok, super. Et dis-moi, quels sont les principaux éléments que tu recherches chez tes collaborateurs, les freelances avec qui tu travailles, donc, et même les VA qui travaillent aussi pour le compte des entrepreneurs qui font appel à ton agence? Alors, je pourrais ne dire que je cherche des personnes intelligentes et qui ont une bonne énergie. Mais je sais que quand je dis ça, tout le monde s'y retrouve. Tout le monde me dit c'est moi. Et alors que c'est pas le cas, justement, j'ai vraiment du mal en fait à trouver des personnes avec qui ça se passe bien et exactement le profil que je recherche. Donc, par exemple, au niveau des assistantes, mais c'est aussi au niveau des prestataires aussi en fait. Je recherche des gens qui ont beaucoup de personnalité et qui la montrent. En fait, c'est pas des gens qui s'effacent, qui restent dans un coin et qui juste disent oui à tout ce que je dis. C'est pas les genres de personnes, en fait, c'est qui m'aident à avancer. Donc, des gens avec de la personnalité qui ont envie de la montrer. J'ai envie de m'entourer de personnes intelligentes, motivées, sérieuses, indépendantes, qui sont débrouillardes, qui quand il y a une solution, mais c'est pas, je suis pas leur maman, ils viennent pas me demander conseil toutes les 5 minutes, mais qui savent vraiment trouver d'elles-mêmes des solutions, des réponses sur Internet. Des personnes vraiment tech friendly, vraiment qui connaissent les outils, qui aiment le digital, qui aiment la tech, le no-code, l'IA, qui utilisent ChatGPT au quotidien, qui se renseignent. Des personnes de confiance. Alors, les deux choses sur lesquelles je suis très stricte, c'est vraiment la confiance et le soutien mutuel. C'est-à-dire qu'au moindre souci, à le moindre red flag au niveau de la confiance, j'arrête la collaboration. À tout niveau, que ce soit de mon côté, au côté client, côté mot de passe, côté sécurité des données, vraiment à la moindre chose, j'arrête et je ne donne pas de deuxième chance. Et tout ce qui est soutien mutuel, c'est-à-dire que moi, je donne beaucoup. Je ne demande pas quelque chose en retour, mais je veux juste du soutien. C'est-à-dire que moi, je t'aide à évoluer, à avancer dans la vie. Ben, je veux que tu espères au moins la moindre chose pour moi, en fait, que tu ne souhaites que du bien aussi pour moi et pour mon business. C'est pour ça la moindre critique, par exemple, si j'entends quelqu'un dire, se plaindre, dire, je sais pas, Madrina s'est fait de l'argent sur mon dos ou des choses comme ça, moi, c'est fini. C'est vraiment, il y a pas de deuxième chance. Et pareil sur la confiance. Au niveau des mensonges, quelqu'un qui me dit pas la vérité, sur une petite chose, ça peut être vraiment quelque chose de tout petit. Quelqu'un qui me dit, je n'ai pas reçu ce mail et je sais qu'en fait, elle l'a reçu ou des choses comme ça. C'est vraiment, j'arrête tout de suite. Je suis très rigide sur ces questions de confiance, de soutien. Et après, ce qui est important, c'est vraiment, je m'entends très bien avec des assistantes qui, même s'ils sont que des assistantes, entre guillemets, mais qui aiment l'entrepreneuriat, qui écoutent des podcasts, des livres, des magazines, qui suivent le monde du digital, de l'entrepreneuriat, qui regardent les réseaux sociaux pour voir ce qui s'est fait aujourd'hui en France. Voilà, qui sont vraiment passionnés de ça, ça change tout. Quand quelqu'un est passionné de ce métier d'entrepreneuriat, vraiment, ça change tout. Complètement. Ok. Et c'est quoi, est-ce que tu as mis en place des process et des systèmes, notamment process en termes de recrutement, parce qu'on parle de recrutement. Comment tu les recrutes, ces assistantes? Alors, non. Parce que justement, je sens que c'est pas quelque chose que je peux écrire dans un questionnaire et si la personne répond de la bonne façon aux questions, du coup, ça va passer. En fait, je sais que c'est vraiment un feeling. Et moi, c'est un peu
un des aspects euh, où je me sens assez forte, en fait. Je sens que j'ai une bonne intuition, en fait, et je reconnais tout de suite les personnes, si elles sont bien, si elles peuvent m'apporter, si elles peuvent m'aider, ou si je vais avoir un souci avec elles, en fait. Vraiment, j'arrive à détecter, en fait, des choses assez rapidement. Donc, c'est vrai que parfois, il me faut juste 10 minutes, en fait, moi, d'échanger avec quelqu'un pour savoir si ça va le faire ou pas, en fait. Mais vraiment, c'est tout bête, mais quand je disais bonne énergie, déjà pour moi, quelqu'un qui arrive sur le call, ben, qui n'est pas souriant, qui commence déjà à se plaindre, à dire, voilà, je sais que ça va pas marcher. Hmm. Et même côté, T'en as déjà eu des cas comme ça? oui, j'en ai vu plein, hein, j'en ai vu plein d'assistantes ou des assistantes qui croient tout savoir. Et ça aussi, c'est super important, un mindset où tu as envie de grandir, tu as envie d'apprendre, tu as envie d'évoluer. C'est super important. Si tu penses déjà tout savoir, ça va pas marcher. Mais je le vois aussi sur des clients. Parfois, je présente une assistante au client et je sais pas, peut-être qu'elle a eu une mauvaise journée. Elle arrive, pas souriante, derrière, c'est un peu le bazar dans sa chambre et tout. Et je sais que dès la première nuit, elle répond un peu, elle est un peu timide. Je sais que ça va pas, que le client va dire non, je préfère choisir quelqu'un d'autre en fait. Ça va pas matcher. L'énergie, ce que quelqu'un dégage, c'est pas forcément quelque chose que tu arrives à décrire, mais par contre, tout le monde le ressent. Exactement. Mm. Ouais. Voilà. Et de manière plus générale, est-ce que tu as mis en place des systèmes et des process pour commencer à structurer ton entreprise avec ton Alors, équipe? alors moi, je fais pas beaucoup de gestion de projet. Disons que j'ai développé cet outil sur Coda. Qui me permet vraiment d'avoir toujours euh, la data, en fait, et je veux tout savoir à tout moment, en fait, combien d'émissions j'ai aujourd'hui actives, qui travaille pour qui, combien d'heures chaque assistante a fait pour chaque client ce mois-ci, quelle assistante va partir en vacances le mois prochain, les feedbacks des assistantes sur l'émission. J'ai une IA en fait qui me détecte automatiquement quand il y a des messages négatifs, quand il y a un souci au niveau des feedbacks de la mission. Donc j'essaie en priorité en fait avec quelle assistante je dois discuter quand il y a un souci sur une mission. Donc cet outil m'aide beaucoup. Euh, et après au niveau de l'onboarding, du suivi de mission, il n'y a pas vraiment de process parce que c'est un choix en fait. On essaye de suivre le plus possible les process du client qu'on essaie d'améliorer. Mais une fois qu'ils sont établis, en fait, nous, on essaie de vraiment de s'intégrer dans le process des clients. On essaie de ne jamais rajouter des outils. Donc, au niveau de la communication, du suivi, ben, on essaye, voilà, si le client utilise Teams, on utilise Teams. S'il utilise Slack, s'il veut WhatsApp, s'il veut que des emails, on s'adapte. Où est-ce que l'assistante va écrire les informations, en fait, sa to-do? Et ça peut être Notion, Asana, ClickUp, Trello, ça va être un Excel, en Word, ça dépend en fait, on essaie d'utiliser les outils que les clients utilisent déjà au quotidien. Ouais, ouais, pour éviter de les perturber aussi dans Ouais. Bah, leurs surtout que habitudes. ça marche pas en fait. Si on installe Notion, si un client qui n'aime pas un peu le no-code, n'est pas Après ça, intéressé, ouais, il va le faire pendant une semaine et après ça va pas marcher sur le long terme. Mm. exactement. Mm. Donc, toi, en tout cas, concernant ton entreprise, tu utilises donc Coda. Pour la communication, l'échange, tu m'as parlé WhatsApp. Est-ce que tu utilises Oui. d'autres outils? Alors, WhatsApp, je ne suis pas fière. Je fais énormément d'échanges sur WhatsApp, vraiment énormément, mais je ne suis pas fière. Et après, moi, je pense que j'arrive à gérer un peu mieux que d'autres personnes parce que je mets toutes les conversations dans des archives. Donc, je ne reçois pas des notifications. J'ai toujours mon téléphone en silencieux. Donc, c'est que moi, plusieurs fois dans la journée, parfois c'est 3 fois, parfois c'est 30 fois, mais c'est moi qui décide quand aller sur WhatsApp et quand répondre aux messages. Oui. Et j'essaie d'avoir le moins de notifications possible partout. Donc, mes outils sont Coda, WhatsApp, Notion pour tout ce qui est documents partagés et base de données aussi. Euh, Toggle pour tout ce qui est le tracking du temps que je passe sur chaque tâche. Euh, Cal pour mes calls payants. Pour tout ce qui est comptabilité, j'utilise Conto, Pennylane et Quaderno. Ah, d'accord. Penny Lane, Conto et Cardano pour tout ce qui est compta Oui, et alors facturation.
Quaderno, pour moi, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant et pourtant j'en ai essayé beaucoup pour tout ce qui est facture automatique en fait. Facture automatique, c'est pas les seuls. On peut faire la facture automatique avec plein d'outils via Make. Mais en fait, Quaderno, c'est le seul avec lequel j'arrive à avoir vraiment des factures avec les bonnes mentions obligatoires où il y a toujours les mentions obligatoires au niveau des informations de la société du client et qui est bien la TVA qui marche bien quand c'est une TVA intracommunautaire, extracommunautaire, tu vois, voilà, vraiment, les factures sont toujours nickel. Oui, oui, c'est ça. Parce que le problème, souvent, c'est la TVA Ouais, dans ouais, les oui, factures automatiques. J'avais ouais, testé avec Tripcard parce que Tripcard, pareil, c'est vrai, ouais, c'est bien pour les e-commerce, mais Tripcard, par exemple, pour la facture automatique, ils vont utiliser la TVA du pays en question. oui, Ils ne vont pas oui, utiliser la ouais, je TVA sais. française. Ouais, et Stripe, c'était le cas aussi à un moment. Là, en fait, avec l'agence avec qui je travaille, ils avaient essayé quasiment, c'était quasiment parfait sur Stripe. Mais il me semble qu'il y avait une mention, en fait, qu'on ne pouvait pas changer des auto-liquidations de TVA quand, en fait, c'était pour un pays hors Europe. Je sais pas, genre, mon expert comptable, il me disait, c'est pas top. Moi, j'aime bien. En fait, je sais que tout le monde fait ça. Voilà, personne ne se prend la tête autant que moi pour les mentions obligatoires des factures. Mais vous que nous, on fait ça pour nos clients, mais j'aime bien que ça soit nickel, en fait. Ouais. Et avec Quaderno, tu n'as pas ce problème-là. Et c'est que avec Quaderno que j'ai réussi pour l'instant. Mm. Ouais, ouais, ouais. J'en ai déjà entendu parler aussi par un autre entrepreneur. Effectivement, ça m'a l'air d'être pas mal. Parce que c'est vrai que pareil, Stripe aussi, j'ai pas encore trouvé le truc pour que ça soit nickel au niveau de la TVA aussi, Mm. notamment. Ok, 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 superbe. Est-ce qu'il y a des indicateurs clés de performance, les fameux KPI que tu aimes bien suivre régulièrement pour ton entreprise? Alors, moi, ma règle, c'est toujours moins de KPI possible, moins de deadline possible, moins de stress possible. Moins de- Et, mais j'ai quand même oui, des KPI que je souhaite atteindre, mais je ne mets pas de deadline. Par exemple, moi, j'aimerais garder ce rythme, cette moyenne, en fait, de un nouveau client par semaine, Mm. qui dure depuis un an. Donc, un nouveau client signé par semaine et mon objectif est de faire 1 million de chiffre d'affaires tout en gardant la même qualité de vie que j'ai aujourd'hui. Mais tu vois, de façon très humble, en fait, ça peut arriver cette année, ça peut arriver l'année prochaine, ça peut arriver dans 2 ans, c'est pas grave. En fait, je sais que ça va arriver. Yes. Tu disais justement dans un post récemment que pour les 5 premiers mois là, de 2024, tu avais fait déjà 300K. Bravo. Oui, donc moi, j'ai fondé la société, donc l'agence, il y a 3 ans. J'ai fait 53 000 € de chiffre d'affaires la première année. J'ai fait 330 l'année dernière en 2022. Et là, je suis déjà à 350 au mois de juin 2024. Donc vraiment, ça va très vite. Mm. Mais ça, même pour moi, ça a l'air impressionnant parfois ces chiffres. Mais en réalité, je ne travaille pas 6 fois plus que l'année dernière en fait. C'est vraiment c'est l'effet cumulatif en fait, le compound effect. C'est vraiment les petites actions que je répète les mêmes actions depuis 3 ans. Et au final, ça donne un gros résultat. Mhm. Donc les clients, en fait, c'est quoi ton principal canal d'acquisition? Les clients viennent à toi, ils réservent un call avec toi parce qu'ils ont identifié un besoin et ils te trouvent facilement, notamment via LinkedIn parce que tu es assez présente hein, quand même sur LinkedIn et Insta. Ou est-ce qu'il y a d'autres canaux d'acquisition que tu as par rapport à ton Alors, agence? non, pendant quasiment 2 ans, mon seul canal d'acquisition, c'était LinkedIn. Tous mes prospects venaient de LinkedIn. C'est vrai que je me suis lancée à un moment, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui écrivaient des posts au sujet de l'entrepreneuriat, sur des choses personnelles sur LinkedIn, qui était vraiment le moment, quand je me suis lancée il y a 4 ans, c'était vraiment le moment où LinkedIn était en train de changer et de devenir un des réseaux social plus qu'un réseau professionnel comme c'était le cas avant. Donc moi, je me suis un peu commencé à écrire sur LinkedIn au bon moment. Et en plus, je parlais d'un métier que personne ne connaissait. Donc forcément, il y avait un côté un peu... j'attisais un peu la curiosité des gens. Et donc c'était 100% LinkedIn. Et maintenant, comme ça arrive beaucoup dans le business, j'ai beaucoup de bouche à oreille. Ouais, Je dirais que 40% je les reste de clients. bouche à oreille. Oui.
Les clients satisfaits qui te Oui, recommandent. ouais. Mais comme je disais avant, pour moi, c'est très important de garder la qualité de vie que j'ai aujourd'hui. C'est ce que j'essaie aussi de transmettre à d'autres freelances, à d'autres entrepreneurs. Je suis pas là pour aller le plus vite ou pour grandir le plus vite possible. Et par exemple, au moment, j'ai beaucoup trop de demandes et j'ai mis en place un call payant. Donc aujourd'hui, mon call de couverte, il est payant. Il est à 50 euros. Donc là aussi, ça m'a fait un filtre énorme. J'ai beaucoup moins de sollicitations, mais c'est justement pour garder un rythme de travail sain. Et aussi, j'accepte le call que le mardi après-midi et le jeudi après-midi. D'accord. Ok, super. Mm. Est-ce que, Madalena, tu peux nous partager une semaine type, même si on est d'accord que les semaines type d'entrepreneur ne se ressemblent pas? Oui, mais j'en ai vraiment pas. Et je tiens, enfin, j'aime ça. C'est pour ça que j'aime l'entrepreneuriat. C'est justement parce que moi, personnellement, pour moi, il n'y a rien de plus important d'avoir cette liberté où je peux très bien, il y a des week-ends où je travaille, je ne fais que travailler, mais parce que en semaine, j'ai pris le mardi et mercredi pour voir mes copines ou faire autre chose. Il y a des semaines où je bosse souvent le soir. D'autres, pas du tout. J'ai des week-ends complètement off. Et vraiment, il y a pas de semaine qui ressemble aux nôtres. Pour moi, ce qui est important, tant que j'arrive à garder cette moyenne d'un client signé par semaine et je limite les calls, donc comme je disais, 2 après-midi par semaine, j'essaie en fait de garder un rythme où juste je vois que j'arrive à avancer sans trop mettre de pression en fait. Moi, tant que je vois que ça avance, ça va dans la bonne direction, mais j'ai pas besoin de faire plus en fait. Et souvent au quotidien, je me concentre sur ces 20% d'actions qui font 80% du résultat. Donc je sais très bien qu'il y a que 3 4 actions par jour qui sont vraiment nécessaires, que je dois absolument faire pour que mon business continue à avancer dans la bonne direction. Hmm, yes. Et j'avais une question là qui me venait par rapport à tes assistantes. Est-ce que tu as mis en place un guide de bonne pratique, protocole, tu sais, pour comment démarrer avec un client, par exemple? Est-ce que tu as une façon, tu vois, avec sous la patte, la signature VA Word, une façon de traiter finalement les clients au démarrage ou pendant la collaboration? Est-ce que Alors, tu... je l'ai pas, mais je devrais le faire et ça fait 1 an que je me dis que je veux le faire. Je vais peut-être prendre un OBM que pour mener sur cette partie. Parce que moi, j'ai beaucoup d'idées, mais après, ouais, me poser et commencer à écrire, là, j'ai vraiment du mal. Mais je devrais le faire et j'ai envie de le faire. Yes. OK. Aussi, je voulais avoir, il y a aussi un sujet avec lequel j'aimerais bien aborder avec toi. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus pas mal en tout cas, d'entrepreneurs même connus, qui font appel à des assistantes virtuelles un petit peu partout dans le monde, et notamment qui viennent de Madagascar, tu vois, des Philippines pour côté Amérique, etc. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que au niveau des tarifs, tout ça, est-ce que tu penses que prix bas égale low cost, Alors, qualité? moi, je trouve ça normal que ça existe, ce phénomène. D'un côté, je suis ravie. En fait, je suis ravie pour ces femmes qui peuvent justement, elles aussi, être libres de travailler comme elles veulent depuis la maison, peu importe dans quel pays elles sont, peu importe dans quelle situation est le pays, elles peuvent toujours travailler. Moi, je trouve ça super. Ça, c'est la globalisation, c'est le digital, c'est Internet, tout, tu vois, tout est possible aujourd'hui. Donc, j'ai rien contre ça. Moi, j'ai essayé de le faire. Je J'arrivais pas à retrouver la qualité en tout cas que je recherche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment que pour cette raison qu'aujourd'hui, je travaille que avec des assistantes françaises en fait. Euh, mais mais je comprends que ce phénomène va prendre de plus en plus de l'ampleur. Et donc, c'est pour moi, c'est un défi, pour moi, c'est un challenge de justement aller rechercher de plus en plus d'excellence. C'est pour ça que moi, mon souci, c'est pas trouver des clients, c'est trouver des assistantes qui ont ce niveau d'excellence que je recherche, que j'ai envie d'offrir, parce que justement, j'ai pas envie d'offrir un type de service basique que justement quelqu'un pourrait très bien faire à 10 euros de l'heure à quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde, en fait. Ouais, ouais, top. Est-ce que tu peux nous partager ton plus gros challenge mindset que tu as dû surmonter pour aujourd'hui faire ce que tu fais au quotidien en tant que chef d'entreprise, en tant que CEO? Alors,
le mindset qui me sert le plus dans ce que je fais, c'est toujours avoir un mindset de croissance, ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu connais les livres 10X, en fait, c'est x10, faire x10, c'est plus facile que faire x2. C'est un Oui, livre de Dan Sullivan et c'est vraiment ce mindset de toujours se poser la question, ben, comment je peux prendre des décisions qui vont m'aider à faire x10. Et c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des décisions des offres, des prix, des gens que tu choisis et les gens avec qui tu décides de travailler. Donc moi, j'ai vraiment un gros mindset, en fait. Je pense beaucoup. Donc c'est toujours, je ne vais pas aller chercher les petites choses qui vont me faire gagner 100 euros de plus par mois. Non, je vais chercher des grosses décisions en fait qui vont me faire gagner 10 000 euros de plus par mois en fait. Et je suis toujours dans cette démarche. démarche qui m'aide beaucoup. Donc ça, ce qui me m'aide le plus en business, en business. Et aussi, j'essaie d'être toujours dans je cherche d'avoir toujours une approche d'abondance en tout et de ne pas être justement dans la scarcity en anglais, dans le manque en fait, et me dire que il y a des possibilités pour tout le monde et il y a de plus en plus d'agences d'assistantes virtuelles et c'est pas grave, il y a la place pour tout le monde. Et ce mindset m'aide beaucoup parce que le plus dur pour moi en business, de loin, a été le fait que on doit accepter, on doit avoir cette attitude antifragile où en fait on ne se laisse pas abattre par tout ce qui peut nous arriver en business, on arrive à rebondir très vite. C'est-à-dire que ben, parfois je trouve la perle rare, l'assistante, je la forme, on devient copine, je me sens que je me vois travailler 10 ans avec elle, j'ai plein de projets, mais cette personne, 6 mois après, elle retourne dans le salariat et moi, il y a 2 ans, j'avais toujours l'impression de vraiment que tout allait s'écrouler, hein. Pareil pour les clients, quand un gros client arrêtait la mission, je me sentais, mais pour moi, c'était un échec total et c'était un deuil, je le vivais super mal. Je me disais, ça va pas marcher, je vais jamais retrouver un client aussi gros. Mais ben, en fait, depuis 3 ans, la vie m'a montré que non, que c'est pas vrai. Parfois, on perd un gros client, on est désespéré, et une semaine après, en fait, on trouve un client qui est 2 fois plus gros. En fait, c'est juste que voilà, on savait pas que ça allait arriver. Pareil au niveau des assistantes, je trouve des perles, je les perds entre guillemets, elles partent sur d'autres chemins, mais je retrouve quand même des personnes au bon moment. Et tant qu'on est dans cet esprit justement que tout va arriver au bon moment, que tout va bien, on est positif, on est dans l'abondance, je trouve que voilà, c'est ce qui m'aide le plus en business aujourd'hui. Carrément. Ouais, ce que tu viens de me dire me parle beaucoup parce que moi aussi j'ai vécu ça. Ok. Donc, ah ouais, top, top, top. Bah, écoute, on arrive à la fin de cette interview, Madalena. Je te laisse bah, le mot de la fin. Quel conseil tu donnerais aux femmes entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, faire croître leur entreprise? J'ai envie de leur dire de ne pas d'adopter uniquement des croyances qui leur servent en fait en business, c'est-à-dire ne pas avoir une mentalité de victime, ne pas penser que le fait d'être une femme, parce qu'elles sont femmes, ça va être plus dur pour elles, ça va être plus difficile de réussir ou de se faire respecter. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Je trouve qu'être une femme, ça a été un énorme avantage en business. Si dans la tech, dans le digital, il y a peu de femmes, ben justement, on va vous remarquer davantage. Voilà, soyez positive. Et aussi, un conseil, quelque chose dont je parle souvent, c'est n'essayez pas, enfin, si, ne vous sentez pas obligé d'entreprendre comme un homme, en fait, ou d'imiter ce qu'ils font les hommes. Vous êtes des femmes, souvent, vous avez plus d'intuition, plus de créativité, plus d'altruisme, d'envie d'aider les autres, toutes ces choses-là, en fait, en tout cas, surtout en tant qu'assistante virtuelle, ce sont des forces. Donc, vraiment, n'ayez pas peur, en fait, de garder toute votre féminité dans votre business, d'entreprendre différemment, de façon plus douce, plus calme. Comme je le fais moi, voilà, je ne veux pas courir, je ne vais pas faire des stratégies, des hacks, de growth marketing. Je me prends à mon rythme, je travaille à mon rythme. Et voilà, je trouve que c'est bien voilà, on est des femmes, on ne veut pas juste entreprendre, refaire reprendre les mêmes codes que les hommes. On peut très bien entreprendre de façon différente. Très important ça. Merci beaucoup de l'avoir signalé. Bah écoute, top. Merci pour tout. Si les personnes là qui écoutent ce podcast veulent te suivre, veulent venir te parler, c'est quoi le mieux? LinkedIn,
Maddalena Martini et Instagram. Instagram, on a ouvert un nouveau compte pour la VA Academy. C'est vraiment Ouais, le meilleur réseau pour me suivre. superbe. Bah, parfait. Merci à toi. Merci pour cet échange. Et je te Merci dis à à très toi. vite. Bye Merci bye. beaucoup. Bye bye, à bientôt. Ciao.